Cosa voglio dire? Voglio dire che da una parte c'è un potere politico che fortunatamente adesso è in declino, che utilizza l'immigrazione e le problematiche legate a questo fenomeno per fare agenda elettorale, per avere visibilità politica, per darsi un programma che altrimenti non avrebbe. Eh bien, donc, il y a un pouvoir politique en déclin qui utilise l'immigration pour, d'une part, obtenir une visibilité médiatique et d'autre part, surtout, pour construire un programme politique qui n'existerait pas sans ce recours à l'anti-immigration. Le famose leggi manifesto, che hanno una funzione solamente appunto di propaganda. L'ultimo esempio è quello, l'ultima cosa fatta dalla Lega Nord prima della caduta del governo Berlusconi, anzi già quando il governo Berlusconi non c'era più, Tremonti ha imposto agli immigrati clandestini che volevano fare un trasferimento di rimesse ai propri paesi di origine una tassa triplicata. Anche tutti gli hanno detto che secondo la loro legge precedente gli immigrati clandestini non possono fare i trasferimenti di rimesse. Bien, donc, à part les lois qui sont une véritable propagande de la part de la classe politique, la dernière action, la dernière décision du gouvernement Berlusconi, et notamment de M. Tremonti, donc le ministre de l'économie italien, a été de tripler une taxe pour empêcher le transfert d'argent, pour empêcher que les immigrés procèdent à un transfert d'argent vers leur pays d'origine. Ah, donc je me corrige, il y avait une loi il existait déjà une loi qui empêchait de faire cela, de faire ces transferts. Merci. Donc on voit bien avec l'intervention de Mattia Vitiello qu'il y a des contradictions importantes dans lesquelles le localisme italien s'opposant à une société commune devient paradoxalement une bouée de sauvetage et par ailleurs un pouvoir politique en déclin qui s'appuie sur l'immigration pour se donner un agenda politique, autrement on n'aurait pas pu exister. On revient au local mais dans le contexte strasbourgeois en donnant la parole à Barbara Bobovic. Alors moi je vais vous parler très brièvement parce que je pense qu'il est vraiment bien si on peut initier le débat avec vous d'une expérience qu'on mène à Haute-Pierre dans le cadre d'une association qui est l'association Horizon. Une association qui fédère donc des artistes et des anthropologues sur des projets communs selon une démarche qui est celle de la transdisciplinarité. Mais tout d'abord, je voulais juste revenir sur le fait que l'installation en Haute-Pierre n'est pas un hasard pour nous. C'est en effet une association qui s'installe au milieu d'autres très nombreuses associations. Un quartier comme Haute-Pierre, c'est-à-dire un quartier né dans les années 70, qui maintenant a 17 000 habitants, c'est un quartier de grands ensembles, surtout un quartier de logement social, et c'est un quartier aussi qui a vu la naissance depuis le début d'un tissu associatif extrêmement riche. Cet tissu associatif est un tissu qui prévoit bien sûr des associations d'habitants, mais également des associations des femmes très actives et des associations culturelles liées aussi à des pays d'où viennent
d'où viennent des migrants qui caractérisent donc la société haute-pierroise aujourd'hui. On pourrait citer un nombre assez important de ces associations culturelles, certaines même culturelles. Voilà, je vais pas vous donner des détails maintenant. Je vais pas non plus trop vous parler de la migration en Alsace. Je pense que c'est des questions qui est vraiment peut-être on va pas trop aborder maintenant. En tout cas, peut-être juste quelques mots sur le fait qu'en Alsace, le 70% des demandeurs d'asile sont des personnes isolées. Ces personnes isolées ne sont pas forcément célibataires et que 19% des premières demandes sont le fait de personnes avec enfants. Donc les demandeurs pour le moment sont majoritairement encore des hommes, presque 70% des demandeurs d'asile, selon des chiffres que j'ai trouvés dans un document de l'ORIV. Donc, en ce qui concerne donc, les associations, on a vu que les associations concernant les immigrés, les personnes issues de l'immigration et les personnes venant de l'étranger, des migrants, sont assez nombreuses. Mais à Haute-Pierre, on a également de nombreuses structures d'accueil pour les migrants. On peut par exemple citer l'association du foyer de Notre-Dame, qui en 2008 dispose de 290 places d'hébergement CADA, dont la très grande majorité, donc 150, sont situées à Haute-Pierre. L'association Rhizome en question ne travaille pas spécialement avec des réfugiés, des exilés, mais cherche plutôt à travailler sur la question de l'image et de la médiatisation des populations habitant les grands ensembles. La question de la médiatisation et de la stigmatisation me paraissent aujourd'hui extrêmement importantes et elles ont été d'ailleurs citées à plusieurs reprises. On a parlé notamment du rôle de l'Internet, on a parlé tout à l'heure du rôle du politique dans la tentative de s'approprier des images à sa propre, bien sûr, à son propre avantage. Donc la question de l'utilisation de l'image en ce qui concerne des populations donc en difficulté, notamment des exilés et des migrants en général, est au cœur de ce qu'on essaye de mettre en place à l'association Rhizome. L'association a aussi le but d'investir des nouveaux signes, l'espace public, et d'essayer de donner une place à la fois une place symbolique et une place réelle à des habitants dans les lieux qui traversent et qui fréquentent. Donc, je vais juste vous montrer, donc à l'occasion de la première démolition d'un immeuble qui était très fortement stigmatisé à Haute-Pierre, on a pu interroger des personnes, notamment des personnes qui étaient des personnes exilées, des réfugiés politiques, mais aussi tout simplement des personnes habitant ces lieux stigmatisés. Et donc pour nous, dans ces lieux se concentre aujourd'hui un pan de mémoire extrêmement importante du quartier de Haute-Pierre. Alors comment le restituer ? Nous avons là toute la question de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de comment en gros mettre en forme des données sociologiques ou anthropologiques, c'est-à-dire des entretiens qu'on a menés pendant un certain nombre de temps, maintenant quelques années, comment les mettre en forme pour faire connaître ces parcours de migrants, ces parcours d'exil, pour donner justement des nouvelles images, des nouvelles approches à ces questions des migrants. Et voilà, donc nous avons décidé de mettre en forme des parcours des migrations. Avec justement le concours de personnes, donc à la fois de graphistes, des designers web et d'anthropologues
Et nous avons mis en forme ce qu'on appelle aujourd'hui des parcours graphiques que nous exposons aujourd'hui déjà pour la 4e fois d'ailleurs au Théâtre des Hautes-Pierres. Le vernissage a lieu aujourd'hui sur des formes, avec des panneaux très, très grands qui donnent l'impression de ces parcours migrants tout en montrant sa complexité, en essayant de déstigmatiser ces migrants auxquels nous avons donné voix. Et plus particulièrement, je voulais vous montrer, et là je m'arrêterai pour vraiment essayer qu'on commence le débat. La question de l'exil nous est apparue concentrée dans la personne de Freddy Tsimba. Donc Freddy Tsimba, c'est un Congolais qu'on avait fait venir à Haute-Pierre pour une résidence artistique, et il était en train de travailler avec les débris du 75 place Buchner, donc les débris de cet immeuble qui a été donc détruit à Haute-Pierre, le premier immeuble détruit à Haute-Pierre. Il avait récupéré les débris, il était en train de construire une statue monumentale et sur le thème de l'exil et du réfugié, menant lui-même des enquêtes auprès des habitants qui se trouvaient dans cette situation. Et donc lui-même a été malheureusement victime d'un repatriement forcé, puisqu'il a été expulsé le 18 octobre, quand il était en train de revenir à Haute-Pierre pour terminer son œuvre. Donc tout ça pour montrer comment dans de petites tentatives de restitution de cette complexité, c'est une autre façon d'appréhender la question de la migration et de l'exil, et surtout sur l'impact, pour l'impact que ce type d'images peuvent avoir, notamment auprès de pouvoirs politiques, notamment de la ville de Strasbourg, qui d'ailleurs finance le projet de Horizon, et auprès bien sûr de la population à la fois haute-pierroise et la population strasbourgeoise. Voilà, donc juste une petite incursion sur un mode différent des réactions à ces politiques qui par ailleurs sont plus organisées que ce qui est apparu être en Italie. Donc, pour vous donner un exemple justement de petites tentatives de mettre en forme ces parcours différents. Et donc, moi j'ai trouvé vraiment que il y avait donc, peut-être Simone voudra répondre aussi la question des différences et des similitudes entre la France et l'Italie. Je pense que la question structurelle nous est apparue comme une question fondamentalement qui différencie les deux pays. D'un côté, l'Italie, dans laquelle la suprastructure semble dysfonctionner, ce qui provoque un dysfonctionnement en chaîne aussi, notamment auprès des associations qui ne sont plus finalement des passerelles qui pourraient donc fédérer des personnes, des exilés et des migrants, mais qui deviennent plus des intermédiaires, parfois inutiles. On a vu d'ailleurs dans les différences l'impact très important de l'Église et sur le fait que l'Église finalement est l'association en Italie la plus structurée. Et après, on a vu comment ce pays paradoxal qui est l'Italie arrive à travers la société civile, une société finalement très solidaire, à inverser cette tendance étatique qui est celle d'essayer de contrôler la question de la migration et d'en faire son affaire. Donc encore une fois, la question médiatique me paraît fondamentale dans cette histoire.
Et je pense là, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez tous, c'est peut-être une première question, une première piste de question, c'est le rôle de l'Internet aujourd'hui, et notamment des images qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, donc moi je terminerai là. Merci Barbara. Donc je laisse la parole au public avec cette idée que le débat pourrait porter notamment sur les similarités et les différences entre la France et l'Italie. Et je pense qu'il serait très intéressant de revenir sur l'enjeu des associations qui en Italie effectivement exercent ce rôle de médiation ou de rappel de l'existence de certaines lois, tandis qu'en France, les associations qui existent et qui sont très actives, la preuve en est que le Festival de Strasbourg-Méditerranée est aussi organisé par une association, entre autres, mais que les associations en France ont pendant très très longtemps payé le prix d'être une institution intermédiaire entre l'État et les citoyens, et donc pensé comme d'autres organismes tels que les syndicats comme quelque chose de dangereux politiquement. Donc ramener la place des associations en France et essayer de penser aussi les différences entre les formes d'engagement associatives en France et en Italie. Merci. Donc des questions seraient les bienvenues. Oui, je voudrais faire une remarque. Ça y est? Oui. Oui. Je l'avais entendu une fois, justement, un débat, je crois que c'était dans le cadre de Strasbourg-Méditerranée aussi. Il y a une grande différence entre la France et l'Italie. C'est que la France est depuis très longtemps un pays d'immigration, alors que l'Italie a été jusqu'à récemment un pays d'émigration. Et est devenu un pays d'immigration, je crois, autour des années 70, 1970. C'est ça? C'est la fin des années 70, début des années 80. Donc, du point de vue sociétal, c'est nouveau pour elle. D'être devenu un pays d'immigration est nouveau pour elle, alors c'est quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée. Je crois que c'est un des choses, un des faits qui explique qu'il y ait des différences d'approche. Io parlo per la Sicilia, è un territorio vocato negli anni 50-60 dopo la guerra ad essere un popolo di emigranti. Sicuramente la Francia ha una grossa presenza di siciliani. Chiaro, l'Italia ha un percorso quasi analogo, quindi io ritorno nella Sicilia. Negli anni 70, je parle tout particulièrement pour ma région, pour la Sicile, qui effectivement jusqu'aux années 50 et 60 a été une région de grande émigration. Et certainement, ici en France, il y a beaucoup de gens d'origine sicilienne. Esattamente negli anni 70, nel mio territorio, Vittoria è l'estremo sud dell'Italia, è il sud del sud. Avviene un percorso inverso rispetto all'economia. Si comincia a produrre l'oro verde, cioè è una fascia trasformata in cui l'agricoltura intensiva viene trasformata in una forma di agricoltura che viene, lo dice la stessa parola, trasformata in ambiente protetto, cioè tutto viene coltivato dentro le serre, stravolgendo il clima, quindi la produzione. Alors, dans mon territoire, il s'agit de Vittoria, c'est dans le sud du sud de la Sicile, qui est le sud d'Italie. Justement, dans les années 70, il y a eu un schéma qui est allé en l'envers de ce que l'économie faisait. C'est le développement de ce qu'on appelle l'or vert. Il s'agit d'une zone de cultivation agricole qui a été transformée en zone de cultivation agricole protégée, couverte,
et qui a bouleversé la situation climatique de cette zone. Esattamente da noi avviene un percorso che proprio primi anni 70 si presentano nel nostro territorio cittadini della Tunisia e sempre di più, se riesco ad aprire le slide, si vedrà un progressivo aumento della presenza tunisina. Quello che vedete in blu è quello che abbiamo attorno agli anni 90. Tutti gli altri colori sono quelli legati alle altre nazioni. Quindi dal 70 al 92 c'è una fortissima presenza di magrebini di provenienza tunisina che si proietta per diversi anni. Questo è lo specifico, il bianco. Alors chez nous, au début des années 70, arrivent des citoyens tunisiens et on a vu une augmentation progressive entre les années 70 jusqu'au 92. On le voit dans les images. La présence tunisienne est la plus importante, on l'a vu dans l'image avec le gâteau bleu. Alors que toutes les autres couleurs étaient sur les autres provenances du Maghreb, et on le voit ici avec les sections blanches. Quindi è l'economia che conduce l'immigrazione. Da premettere che questa è un'economia molto povera che nel seguito, in quello che vedremo se abbiamo la possibilità nelle altre slide, rappresenterà una progressiva riduzione quando entrano cittadini delle comunità europee. Perché dico questo? Perché comincia a diminuire la paga e quindi avviene una fase di sfruttamento del lavoro in cui entrano le donne, concetto che prima non c'era. C'est intéressant de remarquer qu'il s'agit du fait que c'est l'économie qui porte l'immigration dans cette zone du territoire. Et il s'agit d'une économie très pauvre et qui verra une réduction de la présence des populations maghrébines qui, avec l'arrivée des populations arrivant de l'Europe de l'Est notamment, donc d'autres citoyens quand même européens, qui changeront le profil de présence des immigrés ici en emmenant surtout des femmes. Pourquoi il y a eu ce changement? Il y a eu ce changement parce que l'arrivée de toutes ces autres personnes ont provoqué une baisse des payes et les femmes qui ont remplacé la présence des hommes. E su questo è interessante notare che cosa avviene tra questa slide e quella precedente, perché la realtà della Romania, di queste donne che vengono nel sud del sud, se prima erano inesistenti perché non erano visibili, perché qua si sta parlando di un altro aspetto che è relativo alla clandestinità. Fino all'entrata in Unione Europea della Romania, le slide precedenti vi segnalano che non c'è, se non quasi inesistente, la Romania. Invece nella slide degli anni successivi la Romania comincia ad avere una sua consistenza non indifferente, cioè già per esempio in questa la Romania è presente. E su questo parliamo di donne, che è un argomento ancora ulteriore, perché qua ci sono anche passaggi di cui diremo in seguito, se è il caso, sullo sfruttamento della condizione femminile e l'induzione in schiavitù. En réalité, on peut remarquer, si on regarde les slides, on voit la différence qui est survenue avec l'arrivée des Roumains en particulier. En réalité, ce qui s'est avéré, c'est qu'avec l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, on a pu
sortir de la clandestinité. Donc, on a pu changer les proportions de la présence de ces gens dans le territoire, alors qu'avant, probablement, ils étaient déjà là et ils étaient des clandestins. Mais la présence, la forte présence des Roumaines, en particulier dans cette, on rappelle qu'on parle toujours de cette zone de la Sicile, peut amener aussi à la discussion de la présence de l'exploitation et de la condition des femmes qui sont ici et qui vivent parfois des situations très difficiles. Si on pourra en parler. Questa è la situazione di un'Italia che ha visto un passaggio da essere emigranti a essere paese che ospita. La differenza è che quando invece gli italiani andavano in Francia avevano un protocollo del rispetto. Non sempre questo avviene. Io parlo del mio territorio purtroppo, questo è uno Iacus, in cui spesse volte gli immigrati, se non vengono ignorati, può succedere, può esserci la sorte di essere in condizioni di schiavitù, slava, che è grave. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, le pays qui était un pays des migrants est devenu un pays des gens qui arrivent, donc des gens d'immigrants. Mais malheureusement, alors que les Italiens, quand ils émigraient, et surtout ici en France, ils avaient la chance de pouvoir être respectés parce qu'encadrés dans un protocole, ce n'est pas toujours vrai pour les immigrés qui arrivent en Italie, qui se retrouvent parfois aussi dans des situations véritablement d'esclavage. Non tutto è così chiaro, ma io per mio concetto mentale, l'induzione in schiavitù di chiunque essere sia, maschile, femminile, minore, quant'altro, è un reato che viene dopo l'omicidio. Quindi anche se c'è stato un solo caso nel mio territorio, io me ne sento il carico e il peso. Motivo per cui, quando poco fa parlavo del rapporto dell'istituzione con la prefettura, noi abbiamo avuto un momento bellissimo in cui c'è stato un prefetto di eccellenza, donna, che è venuto nel nostro territorio, una dirigente donna, che era in prefettura pure, e solamente con questo concetto si è cominciato ad aprire un cuneo per capire. Je parle bien sûr d'une situation qui n'est pas toujours comme ça, n'est pas aussi horrible que ça, mais malgré tout, je me sens de devoir dire que pour moi, l'esclavage dont je parlais tout à l'heure, c'est un véritable crime qui vient juste après l'assassin et donc n'est pas acceptable. Et comme je vous évoquais tout à l'heure, le cas de l'action de la préfecture de Ragusa, j'aimerais bien vous en parler davantage, car il y a eu l'action d'une femme qui a pu intervenir à faveur des femmes dans ce territoire. Ok, juste une réponse en complément de celle de Consolino de la part de Mattia Vitiello avant de laisser la parole à Nicoletta. Io penso che la comparazione tra l'Italia e la Francia deve essere fatta in maniera sincronica. Alors je pense que si on doit faire une comparaison entre l'Italie et la France, cette comparaison doit être synchronique. Nous devons comparer aujourd'hui, maintenant, no? L'histoire. Che cosa accomuna due paesi così diversi? Poi sottolineo che l'Italia è ancora un paese di immigrazione. Quel est le point commun entre ces deux pays si différents? Et je souligne que l'immigration est encore un phénomène, l'immigration des Italiens est encore un phénomène réel aujourd'hui. La prima caratteristica, scusate la banalità, direbbe è l'appartenenza all'Unione Europea. La première caractéristique commune entre ces deux pays, excusez la banalité, c'est d'appartenir à l'Union européenne. Che vuol dire? Vuol dire che le politiche migratorie, per quanto riguarda gli ingressi, sono quasi le stesse.
Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, que les politiques migratoires en ce qui concerne l'entrée dans ces deux pays sont presque les mêmes. E che la Francia, anche in questo caso, insieme alla Germania, ha un ruolo, diciamo, di elaborazione. Et que la France, avec l'Allemagne, dans ce contexte, a un rôle d'élaboration.